merci. Donc, bonjour à tous. Très heureux de vous rencontrer. C'est rare que je m'exprime devant... je fais des présentations devant l'industrie. Je suis plus habitué à jaser à mon monde, gestionnaire de projet. Je rencontre aussi gestionnaire de l'unité des opérations. Je fais des présentations beaucoup à la communauté militaire également, sur la base, sur les différentes bases du Québec. On fait beaucoup de sensibilisation. Tout ce qui touche les changements climatiques, l'efficacité énergétique, l'importance qu'on doit accorder à ce qui se passe présentement, puis les efforts qu'on doit faire pour essayer de rencontrer les objectifs de l'accord de Paris, qui n'est pas évident. Donc, je travaille pour l'unité des opérations immobilières. C'est une nouvelle cellule qui a été créée au sein du ministère. Dans les provinces anglophones, c'est Real Property, c'est RPL, c'est l'opération immobilière. Donc, on fait partie d'un groupe. Moi, je suis officier énergie régionale. Officier, je ne suis pas militaire. C'est les postes de gestion au sein du quartier général. On appelle ça officier, c'est au ministère de la Défense. Mais je ne suis pas militaire. Prochaine slide. Je peux être là. Ça? C'est beau la technologie. C'est quoi ça marche dans l'hiver, l'officier d'énergie? En fait, mon rôle principal, c'est d'assurer l'atteinte des objectifs du ministère de la Défense nationale. Les objectifs qui se retrouvent dans la stratégie énergétique et environnementale de la Défense. C'est un document qui est présenté par le fédéral, par le ministère, puis qui est revu à tous les 4 ans. Lui, il découle d'autres documents, qui découlent entre autres de la stratégie pour un gouvernement vert du fédéral, qui est le dernier né la stratégie fédérale de développement durable. Sous ça, il y a la stratégie énergétique et environnementale de la Défense. Donc, le but de la stratégie, c'est d'essayer de réduire la facture énergétique, utiliser des énergies plus propres, réduction de l'empreinte environnementale du MDN. Les secteurs d'entraînement se font en zone forestière ou dans les grands champs. Principalement, les secteurs d'entraînement se font là, dans la nature, donc beaucoup de travail à faire au niveau de l'environnement. Meilleure gestion du rendement énergétique et environnemental. Les objectifs, l'efficacité énergétique, les opérations durables, les opérations tant militaires que civiles, des achats écologiques dans un contexte d'économie circulaire et des biens immobiliers durables. Donc, les grandes familles dans tout ça, efficacité énergétique, établissement, ce qu'on fait là, c'est, nous, les bâtiments doivent être liés d'argent, toute construction de 10 millions et plus. Ça fait partie des stratégies adoptées. Mais on a également, là, on est en train de préparer un document sur comment faire des bâtiments net zéro. Donc, on comprend qu'on n'est pas les premiers là-dedans, mais il faut quand même se dire que c'est un méchant défi, étant donné que nous, le travail qu'on fait, on le fait on gère des fonds publics, donc c'est l'argent de tout le monde. Donc, il faut que ce soit investi intelligemment. Et puis, c'est beau d'avoir des grandes idées, mais il y a un coût à ça. Donc, il faut s'assurer qu'on choisisse les bonnes stratégies pour y arriver. Véhicules commerciaux. Les véhicules commerciaux, il y a une méchante flotte. L'idée là-dedans, c'est de passer à des véhicules zéro émission. Voyage d'affaires. Privilégier les téléconférences à la place de prendre l'avion pour partir d'ici, puis s'en venir à Québec, ou souvent c'est à Ottawa. Tout ce qui touche principalement tout ce qui est géré par Ressources naturelles Canada, qui touche l'efficacité énergétique. Les forums se font à Ottawa, donc il y a beaucoup de gestionnaires d'énergie qui transitent à travers le Canada. Il y a des voyages à faire, mais on essaie de limiter ça. Activités militaires, on essaye également de réduire l'impact sur l'énergie. Les opérations durables, ça touche les sites contaminés. Quand je parle de sites contaminés,
Plusieurs d'entre vous peuvent penser au TCE avec Valcartier, Shannon. Les sites contaminés, ici, c'est plus, on parle de ce qu'on appelle les UXO, les munitions, donc dans les chantiers, différents endroits, Nicolette, le long du lac Saint-Pierre, le long du fleuve, dans le temps de la Deuxième Guerre. On a tiré beaucoup d'essais qui se faisaient là, en balistique. Donc, on a des sites contaminés, ça coûte une fortune, puis c'est complexe. C'est complexe. On essaie de ne pas faire sauter le monde. Les aires d'entraînement, comme je disais, on essaie de faire des sites durables, de garder nos secteurs d'entraînement le plus longtemps possible, puis qu'ils soient gérables, de façon à perdurer dans le temps, à place de se fermer des secteurs parce qu'ils sont contaminés, puis se déplacer ailleurs. La faune, on est dans un secteur d'entraînement, on est en plein bois, on a un gros impact sur l'environnement. On traverse des rivières avec nos tanks. Il y a les espèces en voie de disparition. Donc, il y a des petites grenouilles qu'il faut protéger. Donc, ça fait partie des mandats qu'on a. Gestion de matières dangereuses également. Achat écologique, j'en parlais un petit peu, c'est tout le principe d'économie circulaire. Et que ce principe-là, c'est assez complexe. Manufacturier, aujourd'hui, c'est difficile d'acheter, de regarder dans son cycle de vie à partir du moment où on extrait des matières premières jusqu'au temps où on fait l'aliénation d'équipements. Ce cycle de vie-là, pour être sûr qu'il y a le moins d'impact possible sur l'environnement, on fait une analyse sur principalement les émissions de GES dans tout le cycle de vie d'un équipement, entre autres. Donc, quand on parle de produits qui sont beaucoup fabriqués en Chine, on n'est pas trop vert. Il est fabriqué en Chine, il est mis dans un conteneur sur un bateau, il traverse l'océan, il arrive ici, mis sur un train, il s'en vient à Québec. On n'est pas dedans. Donc, c'est pas évident d'aller là, mais on y travaille. Équipement militaire, pas facile. D'être vert avec un jet, là. Mais la présentation de monsieur tout à l'heure sur le jet fuel, ça touche ça aussi. Également, les véhicules, présentement, les véhicules militaires, on essaye ils font des tests avec des malades, le B2 puis le B5. Ils ne vont pas plus haut que B5 présentement, là, mais j'imagine qu'ils vont essayer d'aller plus loin, dans le 10 et jusqu'à 20%. Bien immobilier durable, les infrastructures. Donc, principalement, on va toucher la résilience vis-à-vis des changements climatiques. Donc, si on parle de Bagotville avec les F-18, c'est une base militaire aérienne. Même chose pour les bases militaires pour la navigation, la marine. Les changements climatiques, la récurrence des tempêtes de plus en plus grosses, rendent donc avoir des infrastructures résilientes. Opération milieu de travail, nous autres, ça touche l'aménagement 2.0, des aires ouvertes, moins de postes de travail, télétravail, c'est moins bien vu, les militaires n'aiment pas beaucoup le télétravail. Pour les militaires, parce que les autres ne peuvent pas en faire, nous autres, les civils, c'est mal vu, mais on est en train de les convaincre. Gestion de l'eau, pas facile non plus. Vous connaissez toute l'histoire avec Shannon, donc c'est pas évident. Donc, on essaye de s'occuper de ça. Message du ministre. MDN va continuer d'innover et d'investir dans la technologie, environnement et trouver la plus récente. Engagement, investir 225 millions dans la transition énergétique. On ne parle pas de Québec. L'hydroélectricité est verte. Et on parle principalement, les 4 provinces encore sont très problématiques, l'Alberta, le Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, là où principalement l'électricité est produite à partir de centrales thermiques au charbon. Donc, il y a beaucoup d'investissements qui se font présentement. C'est le gros putsch là, pour réduire ça. Il y a beaucoup de tractations qui se font également avec Hydro-Québec pour l'interconnectivité avec les provinces limitrophes. On parle d'Ontario, de Nouveau-Brunswick, de l'Écosse. On essaye là, de leur vendre notre électricité, quand je dis on, Hydro-Québec. Donc, cible, projet d'infrastructure, émissions de gaz à effet de serre, les principales, écologisation des opérations de la défense. On essaye d'être plus vert dans toutes les opérations de la défense nationale.
Cible 1 de la stratégie, réduire les émissions GES provenant des bâtiments du parc véhicules commerciaux. 17 pour mars 2020. On y arrive. 40 au 31 mars 2030. 80 en 25 ans. M. Trudeau s'est fait aller le manche-patate pas mal là, pour dire qu'il allait atteindre la neutralité carbone pour 25 ans. C'est drôle, le discours politique était connecté. Là. Ils ne disent pas les moyens, il n'y a pas de mot de scène pour ça, mais la neutralité carbone. C'est vendeur pendant les élections. Hein. C'est là qu'il nous a parlé, on entend. Au Québec, la Défense nationale dispose de 4 552 bâtiments, 2 130 000 mètres carrés de plancher, 31 manèges militaires. Le ministère de la Défense nationale, pas besoin de vous le dire, est le plus gros producteur, le plus gros émetteur de GES au Canada. Je vous parlais des provinces maritimes, plus gros émetteurs. Bon, on l'a, Cold Lake en Alberta, Chilliwack, Gagetown, Nouveau-Brunswick, puis Ottawa. Donc, ça vous donne une idée un petit peu des installations les plus émettrices. Inventaire des émissions de gaz à effet de serre du NDL. Donc, nous, notre cible, c'est notre année de référence 2005. Donc, autour de 789 kilotonnes 2005-2006. Présentement, à l'heure actuelle, on parle d'une réduction de 31 Moi, au Québec, on n'a pas réduit de 31 C'est pas ici que ça s'est passé. C'est dans les provinces émettrices. L'Alberta, puis c'est principalement dû à la fermeture de centrales thermiques au charbon. C'est pas encore. On est là. Le prochain défi, là, de passer du 40 là, on était dans le bonbon, on était dans le grévé. Là, le reste, là, il va y avoir de la peau, là où on s'en va. Là. Pour atteindre le 80 ça va donner. Source des émissions, principalement pour nous au Québec, c'est le chauffage puis l'eau chaude domestique, hormis les véhicules. Je ne parle pas du transport, je parle du bâtiment. Donc, 20 millions de mètres cubes de gaz naturel pour le chauffage, la production d'eau chaude domestique dans les bars du Québec. Ce que vous voyez là, c'est la centrale thermique. Capacité de 150 000 litres de vapeur à l'heure. Donc, si je voulais tomber tout électrique, ça me prendrait 30 MW de chauffage, de 35 MW de capacité électrique. Donc, la solution n'est pas toute électrique. Présentement, à Valcartier, 29 000, quasiment 30 000 tonnes de GES dans l'année de référence 2005. Présentement, on a réduit de 17 On est à 17 pour le Québec, mais nous, à Valcartier, on avait atteint le 17 On avait un objectif à l'unité des opérations immobilières de 20 on devrait y être au 31 mars 2020. Comment atteindre ça? Conversion des appareils de chauffage de nos bâtiments vers l'électricité ne pouvant être envisagée. Oui, dans les petits buildings, on passe à l'électricité, pas de problème. Entre autres, la Citadelle, on a une centrale thermique qui fonctionne au gaz naturel. On produit de la vapeur, mais le réseau de vapeur à la Citadelle est désuet, c'est fini. Ça coûterait une beurrée pour faire la réflexion de ça. Donc, j'ai décidé de passer au tout électrique. Donc, en 2025, on va fermer la centrale thermique. Puis on va être tout électrique à la centrale, à la Citadelle. Donc, la Citadelle va être plus verte qu'avant. Donc, on ne peut pas envisager là, de passer au tout électrique. Donc, le gaz naturel renouvelable, ça s'avère une option complémentaire qui nous permet de faire l'achat d'énergie locale et carboneutre par l'entreprise Réseau gazier d'énergie. À l'heure actuelle, j'ai acheté 2 millions de mètres cubes depuis en 18-19. J'ai acheté 2 millions de mètres cubes de GNR. Et puis, j'ai fait l'acquisition dernièrement également de 600 000 mètres cubes supplémentaires pour atteindre le 20 atteindre la cible de 20 à la fin de l'exercice financier en mars 2020. Donc, le 2 millions de mètres cubes, ça nous permet de réduire de 3 842 tonnes par année. Ce choix pour les opérations au Québec est crucial pour atteindre nos cibles de réduction GES et contribue du même coup à un développement économique local. On a acheté notre gaz naturel. Notre gaz naturel provient de l'usine de Saint-Hyacinthe. Donc, c'est
représente l'image de 18-19. 19-20, on est en pleine saison de chauffage, je n'ai pas les chiffres, mais j'ai fait mes projections, puis dans ma boule de cristal, on devrait... Là, on est à 17 %. Vous voyez, là, Valcartier est à 17 % Saint-Jean est à moins 14 %. Eux, ils émettent. Là. Donc, le 600 000 m3 qu'on a acheté, c'était principalement là, pour lisser la courbe, pour être capable d'atteindre notre 20 %. Donc, le 2 millions de mètres cubes nous a permis d'atteindre le 17 %. On était à 9, pas de GNR. Là, on était à 17 % avec GNR. Donc, c'est une façon c'est une transition qu'on fait. Évidemment, là, on va réduire nos émissions autrement que juste par le GNR. Mais le GNR fait partie du mix énergétique qu'on a décidé d'utiliser. Portrait énergétique du Québec. Si nous le comparons aux autres pays, le Québec se situe au sommet du classement des régions les plus énergivores par habitant au monde. On ne dira pas, mais c'est ça pareil. En 2016, près du 2 tiers de l'énergie consommée au Québec était consacrée à des usages industriels, commerciaux et institutionnels. 70 % des émissions proviennent de la province, proviennent des entreprises. Donc, il y a un gros impact sur les émissions. Consultation du plan d'électrification du gouvernement provincial. En collaboration avec Énergie, on a déposé, on pouvait déposer un mémoire, on n'a pas eu le temps de préparer ça. Donc, on a déposé un document, une lettre, dans lequel nous, on appuie Énergie dans le ministère de la Défense nationale. Je parle pour le ministère de la Défense nationale. J'ai fait signer la lettre par le commandant. En fait, moi, je n'ai pas la prétention de représenter le MDN, donc j'ai fait signer ça par ma hiérarchie pour que ça aille un petit peu plus de gomme quand il y a quelqu'un qui va lire ça au provincial. Sinon, ça manque de crédibilité un petit peu. Juste moi, je ne marche pas. Alors, voilà, on a présenté le document. En gros, ce que ça dit, c'est que pour nous, le tout électrique, on n'y croit pas. Oui, c'est super. On est dedans. Notre hydroélectricité est verte. Ce n'est pas le seul moyen d'y arriver. Transiter vers du 100 % électrique, il va manquer de jus à quelque part. Donc, le gaz naturel renouvelable, pour nous, ce qu'on dit dans ce document-là, c'est que ça fait partie du mix énergétique. Ça fait partie des solutions dans la transition énergétique que le Québec doit entreprendre pour arriver à ses propres objectifs de réduction de GES. On finit ça par le leadership et les efforts de tous sont essentiels à l'atteinte de nos engagements en matière de durabilité et de sécurité nationale. Sécurité nationale, c'est le petit côté Big Bang Pass. Dans mon rôle, dans mon chapeau de tous les jours, je fais beaucoup de sensibilisation. La majorité des présentations que je fais, je ne suis pas devant l'industrie, je suis devant des utilisateurs des infrastructures de la Défense nationale. Donc, mon rôle, c'est d'essayer de faire changer les habitudes des gens. Ça arrive, tu es chez vous, tu vas fermer les lumières. Pourquoi? Toi qui paies. Tu vas dire à ton fiston, ne prends pas une douche de 15 minutes, en prends une de 2 minutes. Le reste, je fais ça ailleurs. Mais l'idée, c'est de sensibiliser les gens. Quand les gens arrivent au bureau, ben c'est drôle, mais les comportements changent. On n'a pas les mêmes comportements. On dirait que c'est moins instantané de fermer la lumière quand tu sors de ton bureau. La porte de garage, on en a possiblement 200 des portes de garage. Ben, il y en a qui ont tendance, sur un garage, c'est le break, ils ouvrent la porte de garage, ils vont fumer sa clope dehors. Bon, le garage. Mauvais comportement. Donc, sensibilisation, j'en fais beaucoup. On ne veut jamais être alarmiste, mais là, je vais faire ma Greta. On ne veut jamais être alarmiste, mais l'image que vous voyez là, il y en a qui disent c'est pas nécessairement la bonne façon d'essayer de faire craindre les gens. Ça ne les touche pas nécessairement. On n'a pas d'usine qui boucane de même à côté de chez nous. Là. Mais n'empêche que l'image est là. Et on parle de 33 gigatonnes en 2018 d'émissions. C'est pas rien.
Les émissions, ben, on parle de la Chine, on parle des États-Unis, de l'Europe, un petit peu plus vert. Il est ferme, les usines au charbon. Une image vaut toujours 1000 mots. Est-ce qu'on veut continuer à faire ça? Gaz à effet de serre, on les connaît. Principe naturel. S'il n'y avait pas ça, on se promènerait tous ensuite de skido au mois de juillet. Par contre, présentement, gaz à effet de serre font que cet effet de serre-là est augmenté. Ce qui fait qu'éventuellement, la peur qu'on a, les changements climatiques sont provoqués justement par la hausse des températures, l'effet de serre qui n'est plus dans son cycle naturel. On fait quoi? On fait ça quand? Pour nous autres, qui vit moins 5, même on est en train de le dépasser. Il y avait un article un matin là, de M. Guittard à l'ONU. Le seuil critique, on va le dépasser. À cause de, pourquoi? L'engagement des politiciens. Ils font juste s'engager, mais sans jamais rien faire. Ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui, là. Bellement. C'est ça qu'on veut laisser à nos enfants. Planète avec une baleine. Elle nagera plus fort, là. Est-ce que c'est ça qu'on veut laisser à nos enfants? Est-ce qu'on la met au vidange? La boule. Hein? Dommage de jeter ça. Elle pouvait encore servir. Oui, à quoi? Au trimage de local. On ne l'a pas inventé, pas un trucage. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Puis comment? Collectivement. On doit agir collectivement. Chaque petit geste. Parce que si on attend que le politicien sorte sa baguette magique et qu'il dit « Yes, je vais le puis on va investir, puis on y va. » Collectivement. Chaque jour, on doit faire des gestes qui vont... Il faut changer nos comportements. On pense tout le temps que c'est pas de suite, c'est pas demain matin, oui, je sais, t'es pressé. C'est 2 secondes, c'est fini. Agissons maintenant pour un avenir meilleur. Nous savons comment faire. Ne rien faire, c'est courir à notre perte. L'humanité ne s'en remettra pas et risque de disparaître. Contrairement à la planète qui, elle, nous survivra. Non sans peine, mais elle va prendre son temps, mais elle va finir par s'en sortir. Donc arrêtons de dire sauvons la planète, mais c'est sauvons l'humanité. Mon grand chum, avec des principes universels. Économie d'énergie, tu penseras. Environnement, tu respecteras. Gaspillage, tu éviteras. Éco-responsable, tu deviendras. Collègue, tu sensibiliseras. Chacun d'entre nous. Bonne nouvelle, tu répandras. Sinon, ben, côté obscur, tu iras. Voilà. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je pense que vous êtes tous des gens qui sont dans des projets. Certains qui opèrent déjà des usines, d'autres en réalisation. La plupart peut-être en conception et surtout beaucoup d'entre vous dans le domaine des rêves. Dans les énergies renouvelables, il y a beaucoup de rêves et ça prend souvent 10 projets pour en avoir. Je vais vous parler de la façon dont on a réfléchi le projet de centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec depuis 2013 jusqu'à ce jour. C'est moi qui ai le piton. Bon. On va passer ça. On s'est posé la première question qu'on s'est posée, est-ce qu'on fait de la biométhanisation ou on fait du compostage? Le volume des matières qui vont être traitées à la Ville de Québec, c'est impressionnant. Là. 86 000 tonnes de matière organique, la cueillette des citoyens, puis 96 000 tonnes de boue municipale. Quand on pense à aller en compostage, c'est pas si simple aller en compostage dans une ville comme Québec. C'est des investissements qui sont appréciables aussi au niveau du traitement des odeurs. Ça prend un terrain qui est assez grand. Et quand vous ajoutez 30 % de matière structurante à ça, vous pouvez imaginer les volumes que ça donne. La biométhanisation, ça permet une réduction de volume quand même appréciable. On va avoir à peu près 65 000 tonnes de digestat qui va être produit à partir de ces matières-là. Évidemment, on a fait une analyse financière comme tout le monde, qui a démontré que la biométhanisation à long terme, avec les volumes qu'on avait, c'était beaucoup plus rentable. Puis, faut penser aussi, je voyais la présentation de M. du Danemark hier, c'est assez impressionnant
la quantité de ressources qu'ils sont capables de récupérer. Pour notre centre de, oui, ça marche. Pour notre centre de biométhanisation, l'épandage du digestat en fertilisants organiques pourrait permettre de remplacer des fertilisants minéraux. On parle de 538 tonnes d'azote, 435 tonnes de phosphore et 55 tonnes de potassium. Le filtrat, quant à lui, pourrait apporter 2401 tonnes de sulfate d'ammonium que beaucoup d'agriculteurs déjà consomment. Puis le biogaz, c'est un remplacement de 312 000 tonnes de gigajoules de gaz naturel fossile. C'est des chiffres qui sont quand même importants. Deuxième chose la plus importante, c'est le choix du terrain. Ce que vous voyez, c'est l'usine de traitement de l'Est, des eaux usées de l'Est. Puis on n'a pas de pointeur là-dessus. Puis ce que vous voyez ici, c'est un dépôt à neige. Puis ce terrain qu'on a choisi, c'est celui-là qui est adjacent à la station de l'Est. Puis pour la partie compostage, on n'en a trouvé aucun dans la ville de Québec. Le projet en 2013, c'est un projet clé en main. C'est-à-dire qu'on mandatait une entreprise de faire la conception, la construction et l'opération pendant une certaine période de temps. Quand on a vu où le terrain était situé, qui était adjacent à une de nos usines existantes, on a dit on ne peut pas aller en opération autrement que par la ville, parce qu'on a déjà des ateliers d'entretien, on a déjà des opérateurs, on a déjà des salles de contrôle qui sont tout simplement à côté de la future usine de biométhanisation. Donc, on a choisi d'y aller avec un mandat de service professionnel. On est allé en bureau de projet. Ces professionnels-là étaient dans les locaux de la ville, puis on pouvait échanger avec eux autres, puis de bien définir nos besoins. On a choisi un gestionnaire de construction. La ville venait de faire l'amphithéâtre aussi de Québec, là. Ça fait qu'on a un peu copié ce genre de modèle de gestion-là. Puis on a pris des gens à l'interne. Partir un projet comme ça, c'est important de s'en servir pour faire la formation des gens, pour leur développement. Puis quand on va démarrer l'usine, ils vont avoir vu la construction au complet, ils vont avoir vu les décisions de gestion et d'opération qui ont été prises, puis on va sauver par la suite en coût d'opération, puis en coût d'entretien également, parce qu'ils vont avoir été impliqués depuis le tout début. On a décidé de l'opérer par nous-mêmes, finalement. Ensuite de ça, on s'est entouré d'une équipe de gouvernance, des gens d'expérience. M. Girardot était président d'Agro-Canada à la retraite. M. Pelletier était vice-président chez Cascade, des conçus des usines, il en a démarré. Madeleine Caron du ministère de l'Environnement et du Développement économique, retraitée. Puis Élise Villeneuve, qui est une consultante dans la gestion des matières résiduelles que certains d'entre vous doivent connaître. Fait que ça, c'est une équipe de gouvernance avec les gens de la Ville de Québec. On avait 2 élus. Il y avait moi, il y avait Jean Rochette qui a fait l'amphithéâtre de Québec, puis Carl Desharnais, qui est un directeur de projet qu'on a recruté, qui a déjà fait de ce genre de projet d'envergure-là pour des grandes entreprises. Fait que c'était notre équipe de gouvernance qui nous aidait à gérer le budget, aussi à rassurer les élus. Les élus ne sont pas familiers avec ce genre d'opération-là. Ça prend des gens qui sont capables de valider nos choix, les choix qu'on fait finalement. Ensuite de ça, on a fait beaucoup d'assemblées publiques avec les citoyens. Puis les préoccupations des citoyens, c'est le camionnage, les odeurs. L'incinérateur, c'est le mal-aimé de la Ville de Québec. Là, depuis les années 70, c'est des groupes de pression qui veulent le fermer puis qui militent contre l'incinérateur. Les gens font mal la différence entre le compost et aussi le digestat. Pour eux, là, c'est la même chose. Puis le gaz naturel recouvrable, c'est la même chose, c'est du gaz naturel. Il faut vraiment faire de la sensibilisation, de l'information aux citoyens pour dire qu'est-ce que ça veut dire le mot renouvelable. Même encore aujourd'hui, les gens disent qu'ils vont produire du gaz. C'est terrible, on supporte l'industrie du gaz. La particularité de la Ville de Québec aussi, c'est son bâti. Dans les maisons unifamiliales, on en a seulement 38%. Il y a 62% de multilogements, incluant les 10 logements et plus, puis les plex de 2 à 9 logements.
Puis pour le recyclage actuellement, c'est un défi parce que les propriétaires ne veulent pas mettre, la plupart du temps, un troisième contenant à l'extérieur de l'édifice. Encore moins un deuxième. Ça fait que c'est un enjeu pour la Ville de Québec. Ça fait que ce qu'on a décidé, c'est d'y aller avec des sacs de plastique d'une couleur spécifique dans lequel les citoyens vont mettre leur matière organique triée à la source dans un petit contenant, qui vont déposer ce sac-là dans leur bac noir comme si c'était le déchet ultime là, pour aller à l'incinérateur. Fait que dans nos analyses économiques, on a démontré qu'on pouvait sauver une troisième collecte. Puis aussi, il y a des expériences dans le monde qui démontrent que les citoyens participent beaucoup plus quand c'est en sac de plastique que quand c'est dans un bac brun. Puis l'expérience au Québec de certaines villes aussi, les bacs bruns, quand ils sont trop gros, les gens mettent n'importe quoi là-dedans. Il y a une usine de biométhanisation à Saint-Hyacinthe qui actuellement n'accepte plus les bacs bruns parce qu'il y avait des problèmes d'opération. Nous, on pense qu'en contrôlant dans un petit sac de plastique, qui est de ce grosseur-là, c'est qu'on va s'assurer d'avoir une qualité des matières entrantes. Maintenant, l'autre réflexion qu'on a faite est importante parce qu'on a essayé de tirer la synergie maximum de nos installations existantes. On a 2 stations d'épuration d'eau usée dans la ville de Québec, une à l'est, une à l'ouest. À l'est, dans la ville de Beauport, à l'ouest, près d'Henri IV, les Charrets. Puis actuellement, on pompe les boues municipales de l'ouest vers l'est, puis à l'est, ils sont épaissis, et ces boues municipales-là sont ensuite pompées vers l'incinérateur et sont actuellement incinérées. L'incinérateur, qui est à peu près à une distance de quelques kilomètres là, de la station est, d'eau usée, puis il y a une ligne entre les deux usines, une ligne souterraine qui existe depuis déjà plusieurs années, dans laquelle on pompe les boues municipales vers l'incinérateur pour être incinérées. Maintenant, l'usine, le centre de biométhanisation est adjacente à la station est. On va pouvoir pomper les biosolides directement à la biométhanisation et on va se servir de la même ligne qui va prendre la matière organique qu'on aura traitée, enlever les contaminants, de convertir dans une pulpe. On va se servir de la même ligne pour aller au centre de biométhanisation. Donc, on a maximisé les installations existantes. Les camions de collecte vont aller à la même place qu'ils vont actuellement. Et à l'incinérateur, on traite actuellement 240 000 tonnes de déchets par année. Puis, on a un système qui va séparer les sacs de couleur avec des convoyeurs, comme dans un centre de tri de matières recyclables avec des jets d'air. On est allé en appel d'intérêt, on a fait des validations sur ce genre de technologie-là. On en a vu en Europe, donc on n'invente pas, c'est des choses qui se font actuellement. Maintenant, au niveau des coûts, en 2014, vous savez, des projets publics, là, on les annonce longtemps d'avance, puis quand on vient à réalisation, c'est plus le même projet. Donc, on est parti à 98 millions pour le centre de biométhanisation. On avait pensé à distribuer des bacs bruns à la population pour 26 millions. C'est un projet dans le temps de 125 millions. Maintenant, on a fait l'estimation de 2019, on est à 190 millions. La principale raison, c'est qu'au lieu d'aller en bac brun, on est allé en sac de plastique. Donc, on a doublé la partie CRMO, qui est le centre de récupération des matières organiques. Et le centre de biométhanisation des matières organiques, lui, est passé de 98 à 135. Puis la raison pour ça, il y a plusieurs raisons. On a amélioré le projet pour environ 14 millions. Au début, on devait réutiliser le biogaz, pour chauffer notre procédé. Mais avec le prix du gaz naturel renouvelable, on est vite venu à la conclusion qu'on est mieux de le vendre. Puis on a mis des chaudières électriques pour chauffer le procédé. Puis en combinant la station F et le futur centre de biométhanisation, on a changé de tarif au niveau Hydro-Québec. On a eu des gains d'économie. On est passé au tarifel commercial. On a diminué le tarif. On a fait l'analyse économique. C'était beaucoup plus rentable de faire ça.
Les sols, on a eu une vraie mauvaise surprise. En analyse préliminaire, on avait fait quelques carottages. Ça avait l'air pas si pire, d'autant plus que c'était un site industriel qui avait été décontaminé il y a 30 ans. Fait qu'on se sentait en confiance. Puis avant la réalisation, on a fait d'autres carottages. C'était l'enfer. C'était un site d'enfouissement. On a fallu extraire tous les sols. Puis ça explique une partie des augmentations de coûts. Ensuite de ça, quand on pense à un projet de 2014, qui n'est pas pantoute la même chose, qu'on arrive en réalisation en 2019, le taux de change a changé, le coût des matériaux a changé, ça explique un 15 millions de ça. Donc, l'augmentation de 36,5 millions s'explique comme ça. Suite de ça, depuis le tout début, on fait un benchmark. Si vous allez sur le site du ministère, tous les projets de compostage, de biométhanisation, les chiffres sont là. Quand on prend ces chiffres-là, les coûts de capitalisation versus le tonnage traité, c'est ce qui donne le coût à la tonne. Évidemment, les petits projets sont dispendieux, mais avec le volume qu'on avait à Québec, on a un coût de capitalisation d'environ 803 $ la tonne. On a fait des analyses de sensibilité. On a un projet, à notre avis, qui est très compétitif parce qu'on a développé des synergies avec les équipements qu'on avait déjà. Aussi, au niveau du gaz naturel, quand vous regardez le graphique de gauche, c'est le prix du gaz naturel fossile depuis, je pense que je remonte de mémoire en l'an 2000 ou même avant, je pense. Ça n'a jamais cessé de baisser. Ça n'a jamais cessé de baisser parce qu'il y a beaucoup de gaz fossile aux États-Unis, il y a beaucoup d'offres de gaz naturel, donc les prix sont très bas. On parle d'environ, je crois, 3,5 $ du gigajoule, puis même, ça peut être plus bas aussi. Puis dans la politique du gouvernement du Québec, d'établir à 5 % la contenue en gaz naturel renouvelable qui doit être injecté dans le réseau de gaz naturel, c'est d'ici 2022 maintenant. On a pris la décision avec Énergir d'y aller sur une entente d'une durée de 20 ans, un tarif de rachat garanti de 12,82 $ du gigajoule. Puis, on a augmenté beaucoup notre vente de gaz parce que, comme je vous disais, on est passé à l'électricité dans le chauffage de notre procédé. Par contre, on doit céder nos attributs environnementaux. Mais pour la Ville de Québec, ça modifie le cadre financier du projet de 80 millions sur 20 ans. Au niveau d'une ville, c'est intéressant d'avoir ce genre de garantie-là. Puis, pour la Ville, c'est des revenus de presque 5 millions. Puis dans nos proformas de 2014, on avait un revenu d'1 million environ. Puis vous voyez, la quantité a augmenté aussi. Fait que sur 20 ans, mais pour la Ville, c'est des revenus de 100 millions au lieu de 20 millions. Maintenant, la plus grosse dépense pour notre centre de biométhanisation, c'est le Digesta. Quand on prend les revenus, quand on ajoute on soustrait les frais d'exploitation, la valorisation du Digesta, bien, au net, on a à peu près une dépense supplémentaire pour la Ville de 4,2 millions par année. Au début, on s'était fixé comme objectif d'être à coût nul, mais au jour d'aujourd'hui, on est environ à 4,2 millions de dépenses supplémentaires. Puis notre grosse difficulté actuellement, c'est le Digesta. C'est la disposition du Digesta. On espère, au coût à la tonne, c'est assez élevé. Maintenant, c'est notre échéancier. On va être en opération pour les baux municipales à la mi-2021. En 2022, on va débuter le traitement des matières organiques. L'usine est en construction actuellement. Je dis usine, mais il faut appeler ça un centre parce que c'est mieux politiquement correct. Hein? Les usines, ça fait peur, mais c'est un centre. Puis vous voyez ce que ça va donner. Maintenant, M. Julien, hier, lors du lancement de la conférence, vous a parlé du projet de valorisation de la vapeur avec l'hôpital d'Enfant Jésus. Vous voyez, l'incinérateur de la Ville de Québec est ici. Le méga hôpital, 2 milliards est là.
Donc, on a initié un projet là, de quelques années pour amener une ligne de vapeur à l'hôpital, puis récupérer la vapeur condensée qui va retourner à l'incinérateur. Actuellement, dans le projet du nouvel hôpital, il y a une centrale thermique complètement indépendante au gaz naturel dans laquelle ils vont produire évidemment la chaleur et le froid. Puis avec l'incinérateur, ce que ça va permettre de faire, on amène une ligne de vapeur à 625 livres de pression à l'hôpital sur une distance de moins de 2 km. On va être capable de bâtir une petite centrale de trigénération dans laquelle on va produire l'eau refroidie, on va produire un peu d'électricité pour dépressuriser la vapeur, 1 MW, on va produire de la chaleur, on va produire de l'eau chaude, le contrôle d'humidité, la stérilisation de l'hôpital. À terme, les besoins de l'hôpital énergétiquement vont être comblés à 98%. Ça termine ma présentation. La difficulté qu'on a actuellement, c'est de faire reconnaître par le gouvernement que l'incinérateur, évidemment, il est dédié, on a une politique de gestion des matières résiduelles, il est dédié au rejet ultime. Il va toujours en avoir des rejets ultimes. Puis, on aimerait bien ça qu'il soit reconnu comme un outil de valorisation énergétique. Actuellement, on paie beaucoup de redevances pour l'incinération, contrairement aux entreprises privées qui ont beaucoup comme les cimenteries, par exemple, là, ils ont plus de facilité à faire reconnaître leur carburant comme valorisation. Donc, derrière la première coopérative agricole dédiée à la production d'énergie renouvelable au Québec. Ce projet a été lancé en décembre 2019, récemment, avec la présence de différents ministres, dont l'énergie, le travail, l'énergie, l'agriculture et l'environnement. Donc, je pense que ça prouve quand même qu'au Québec, il y a une volonté quand même gouvernementale de faire bouger les choses, donc de reconnaître l'apport d'un tel projet, autant environnemental qu'économique et social. C'est sûr que ce qu'on vous propose, c'est un projet à une différente échelle de ce qu'on a entendu jusqu'ici. On l'a fait pour différentes raisons. On va vous présenter ce modèle-là. On va essayer de faire ça vite parce qu'on va essayer de récupérer un peu de temps. On va essayer de récupérer, d'être présent au cocktail. Donc, le projet en bref, c'est un investissement de... Je pense que je vais baisser. C'est un projet de 2,3... OK, excusez-moi, je me récupère. C'est un projet d'un investissement de 12 millions de dollars. C'est une coopérative agricole qui a été créée, qui est composée de 11 producteurs agricoles. C'est une production annuelle de 2,3 millions de mètres cubes de GNR. Donc, c'est l'équivalent, en fait, de fournir en énergie à peu près 1000 résidences. C'est aussi une réduction annuelle des GES de 6500 tonnes annuellement. Intéressant surtout pour la portion de lisier. Donc, les lisiers vont apporter un plus sur la réduction des gaz à effet de serre. À peu près le tiers, en fait, des réductions sont associées aux lisiers fumiers qui, autrement, actuellement, s'en vont à l'environnement. Ça nous permet aussi de produire un digestat de qualité pour les producteurs agricoles, donc de réduire aussi une production régionale de matières fertilisantes pour les producteurs agricoles qui sont membres de la coopérative et leur permettre par le même fait de réduire leur facture d'engrais de synthèse. Autrement, pour les producteurs, ça permet aussi une source additionnelle de revenus dans l'agriculture qui en a quand même bien besoin pour, je pense à la production laitière, pour contrer aussi les effets en fait, des différents accords là, au niveau international. Donc, c'est de l'argent neuf dans l'agriculture, ce qui arrive quand même pas souvent pour ceux qui connaissent un peu l'agriculture. D'amener des nouvelles argents hors agriculture dans l'agriculture, c'est un projet qui est intéressant. Pour eux, c'est aussi une opportunité d'affaires avec relativement peu d'investissement. C'est un modèle vraiment d'économie circulaire parce qu'on reste vraiment local. Avec la grosseur du projet qu'on a ciblé, bien, ça nous permet de rester dans un cercle, un rayon qui est quand même acceptable d'un point de vue aussi de transport.
L'autre élément qui est à non négliger par rapport au scénario de référence, si on veut, au niveau des producteurs agricoles, c'est qu'en fait, on permet de réduire la charge d'odeur de ce qu'ils épandent aux champs par rapport au scénario de référence qui est le lisier et le fumier. Donc, d'un point de vue cohabitation sociale, c'est intéressant aussi parce qu'on prend des matières qui sont plus odorantes, qui sont actuellement gérées sur les terres agricoles. Ensuite, au niveau du modèle, j'ai nommé une coopérative agricole. C'est ce que ça permet, en fait, c'est une plaine... je pense que je vais prendre ça, ça se peut. Oui, je me sens en écho. En fait, ça permet une pleine participation des producteurs agricoles. Donc, actuellement, il y a d'autres, on peut prendre des projets qui sont plus privés où les producteurs agricoles sont plus en fin de ligne. Nous, on a ramené les producteurs, en fait, au cœur du modèle. Ça nous permet aussi, le modèle coopératif permet une redistribution équitable des richesses entre les différents membres. C'est un modèle qui est inclusif aussi. On a des producteurs de différentes tailles. Ours est notre plus grand producteur dans le projet, mais on en a de très petits aussi. Et ça permet d'être un modèle inclusif. Ça leur permet aussi d'avoir un rôle actif dans la production d'une énergie renouvelable locale. Et ça permet aussi de participer à la lutte au changement climatique, bien entendu. Et c'est un modèle, en fait, que la Coop Carbone travaille à reproduire. Donc, justement, la Coop, pour parler... Oups, je suis allée trop vite. Ah non, c'est à ton tour, pardon. Merci, Josée. Bonjour tout le monde. Merci de nous accueillir. C'est un honneur pour moi. Vous voyez ici, justement, sur le prochain slide, le projet qui est localisé au centre du Québec. Le site a été choisi principalement de la proximité de la ligne d'énergie. Également, on a choisi un emplacement qui a une bonne distance au niveau de la zone urbaine pour avoir un bon accueil positif venant des régions. Vous voyez ici une image projetée dans le fond de futur site. Ce qui est, comme j'ai mentionné tantôt, l'acceptance sociale joue un rôle très important. C'est de là aussi la taille du complexe. C'est un complexe, ça ressemble plus à un complexe agricole, comme vous pouvez voir, fait que ça s'intègre très bien dans la région. La taille du complexe se situe à 50 000 tonnes de matière qui va être traitée là, annuellement. Puis aussi la proximité de la route qui est importante pour transporter les matières. Voici un peu l'échéancier qui est planifié. Fait ce printemps, au mois de mars, si Dame Nature nous permet, on devrait commencer les travaux pour poursuivre puis la mise en marche fin d'année 2020. Puis justement l'injection dans le réseau approximatif décembre. Donc, les acteurs de ce projet-là, en fait, le projet est initié par la Coop Carbone, en fait, d'où, moi, je travaille à la Coop Carbone. J'assure aussi le rôle de la co-direction générale de la nouvelle Coop Agri-Énergie Warwick. La Coop Carbone, en fait, c'est une coopérative de solidarité à but non lucratif. Fait que pour nous, c'est important aussi, puis je pense que ça fait une différence aussi quand on a approché les producteurs agricoles. Notre objectif, c'était pas de n'être qu'un promoteur d'arriver puis de dire, bon, on offre un projet, puis ensuite on vous remet les clés et on s'en va. En fait, on assure notre présence sur le long terme. Donc, on a développé le modèle, on le construit et on l'opère. C'est sûr qu'on s'allie en fait avec des partenaires. Ce projet-là a été réalisé avec de nombreux partenaires et collaborateurs. Puis ça a permis en fait d'apporter toutes les connaissances, les expertises pour permettre la création d'un modèle de projet qui était porteur, qui s'intégrait dans la situation du Québec aussi en termes de distance à parcourir, en termes de connaissance aussi du modèle coopératif, d'intégrer les producteurs, mais ça s'est fait avec une collaboration d'un ensemble de partenaires. Donc, si je pense au niveau de la construction, justement, bien, on a un partenaire important pour nous autres qui est le groupe génétique, qui est une entreprise de Jonquière qui avait une expertise, en fait, en termes de biométhanisation au Québec, ça c'est important, et aussi dans le secteur agricole, donc qui apporte l'ingénierie de la construction. Donc, la Coop Agri-Énergie, elle, est propriétaire du site. C'est elle qui produit le GNR. Puis, en fait, on travaille avec un contrat de gestion avec la Coop Carbone qui, elle, va gérer sur du long terme.
on est appuyé là, nécessairement par les gouvernements, on va regarder à quelle hauteur tantôt. Puis nécessairement, Énergir aussi est un partenaire dans ce projet-là à titre de facilitateur aussi dans le projet, mais d'être capable de sécuriser sur une période de 20 ans l'achat, ça permet aussi de sécuriser aussi quand on approche des producteurs agricoles, quand on approche des banquiers, d'avoir un contrat sur du aussi long terme, et c'est ça qui permet que les projets se réalisent. On le sait tous, ceux qui œuvrent un petit peu dans la biométhanisation le savent, ça fait des années qu'on regarde, moi inclus dans une autre vie, des projets de biométhanisation, autant agricole que régional, c'était toujours l'économique, donc c'est vraiment ça qui a permis de pouvoir aller de l'avant avec un projet comme celui-là. Le rôle de Coop Carbone, nécessairement, c'est le concept de pré-développement, tout le développement, le démarchage, le recrutement auprès des producteurs, auprès des membres potentiels, l'ingénierie conceptuelle avec nos partenaires, le plan d'affaires qui nous a quand même pris quelques années à monter avec d'autres collaborateurs pour s'assurer que ce modèle d'affaires qu'on présentait s'intégrait vraiment bien dans le monde agricole actuellement, mais qui faisait aussi du sens d'un point de vue régional. La mise en œuvre, on s'est occupé de la mise en œuvre aussi au niveau du financement, de la création de la coopérative, on a travaillé avec les producteurs, l'ensemble des différents contrats, etc., de l'ingénierie permitting, construction, mise en service. Et bien, Coop Carbone va s'assurer de les opérations aussi sur une période de 20 ans avec les producteurs agricoles. Oui, justement, je tiens à souligner, José, aussi le travail extraordinaire de Coop Carbone, qui est très important pour nous comme producteurs, parce que sans eux, on n'aurait pas pu réaliser un projet de cette envergure-là aussi rapidement. Et ce qui vient aussi dans un contexte de même avoir une transparence totale à tous les niveaux pour créer un succès. Fait qu'ici, vous voyez, en mois d'avril 2019, oui, la coopérative était officiellement créée. Vous voyez une bonne partie des membres sur ce photo. On était justement allé valider des données au Vermont Technical College, une visite qu'on avait faite avec les membres fondateurs. Ici, comme j'ai mentionné, ou comme Josie a mentionné aussi, tout n'aurait pas été possible sans l'appui important. Vous voyez l'aide financière de Drogan Technology, Fonds du Tech, d'une hauteur de 3 millions. Ensuite, ça également, du DEC, du Développement économique Canada, qu'on a une aide publique de 1,7 million non remboursable. Fait que la participation gouvernementale, justement, doit continuer à évoluer pour faire des futurs petits bébés ou des futurs projets dans ce sens-là. Fait que les intrants, comme vous pouvez voir, il y a 50% qui provient des fermes, des entreprises aux alentours, qui est surtout de lisier, principalement sous forme liquide. Ensuite de ça, vous avez les co-substrats qui viennent du secteur agroalimentaire et transformation, aussi de proximité. Fait que les intrants aussi la sélection des intrants est très importante pour nous comme producteurs, pour justement nous redonner un valeur fertilisant, stable et soutenu pour le futur. Notre objectif est clairement d'ajouter un valeur ajoutée au digestat. Avec une usine de même, on a beaucoup de possibilités en vue pour le futur. Donc, nous aussi, on appelle ça un complexe, pas une usine d'habitude, pour faire Je viens d'arriver aussi. Les mots sont importants quand même. En fait, la vision de Coop Carbone dans tout ça, en fait, c'est de faire que ce premier projet là, de Warwick devienne une première brique, en fait, une filière de biométhanisation agricole coopérative. Donc, comme on le voit ici, notre objectif, c'est de faire quelque chose au niveau régional et de pouvoir amener un deuxième, par exemple, projet dans une même région qui permet en fait des économies d'échelle aussi au niveau de la gestion et tout ça, mais qui permet des synergies au niveau des intrants. On sait que les intrants, c'est quand même, je pense que c'est pas de secret pour personne, c'est quand même aussi le nerf de la guerre
dans le développement de la biométhanisation. On veut s'assurer que c'est fait de façon rationnelle et pas au détriment de d'autres projets autour. Donc, c'est pour ça qu'on voudrait mettre des prochains projets de biométhanisation régionale sous une même coopérative pour assurer une optimisation et non pas une compétition. L'agriculture, la biométhanisation, en fait, nous, on croit fermement que l'agriculture doit être au cœur de ces projets de développement de filières au niveau de la biométhanisation. C'est important, puis c'est pour ça qu'on l'a mis au cœur, autant dans les membres de la coopérative, ceux qui participent à ce projet-là, qui sont principalement des producteurs agricoles, en très, très grande majorité. C'est important aussi au niveau des intrants, comme Urs l'a mentionné. On a 50% des matières qui proviennent de l'agriculture, donc on s'assure de contribuer autant dans l'apport que dans la reprise. Fait qu'on pense que la force de ce projet-là, c'est que c'est un projet qui est intégré et qui permet en fait, avec les membres actuels, d'assurer un apport, mais aussi une reprise de l'ensemble des matières. Donc, de reconnaître l'importance de l'agriculture, qui est un pilier essentiel à la biométhanisation, parce que dans certains cas, c'est après. Nous, on s'est assuré de les mettre en avant, parce que nous, c'est dans notre modèle, c'était possible de faire comme ça. Ça assure aussi une meilleure valorisation des matières organiques résiduelles. Il y a une meilleure acceptation de la part des producteurs agricoles de prendre des matières résiduelles. Quand on connaît d'où elle vient, on l'a acceptée comme telle, on l'a diluée dans certains cas, on a obtenu un ratio, un mélange qui était optimal pour les producteurs agricoles qui vont la recevoir. Fait que pour nous, c'est vraiment une des clés aussi de ce projet-là. Il y a plusieurs co-bénéfices dans un projet agricole qui sont intéressants. Puis je pense que ça reflète aussi ce qu'on voit ailleurs dans le monde. Actuellement, j'ai pris pour l'exemple de la France, mais on aurait pu nommer plusieurs autres pays, où 80% des projets de biométhanisation se développent en agriculture. Donc, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que la biométhanisation, c'est comme je le mets tantôt par rapport aux réductions de gaz à effet de serre supplémentaires qu'on peut aller chercher, c'est que la biométhanisation agricole, c'est un moyen qui est peu coûteux de réduire les émissions de GES au Québec en termes d'investissement de la part des gouvernements, comparativement à d'autres mesures possibles. Si on prend ce projet-là particulièrement, on est à moins de 50 $ la tonne de GES évité par dollar investi. 50 $ la tonne pour... c'est ça, exact. Donc, moins de 50 $ la tonne de dollars investis par le gouvernement. Fait que si on prend des moyennes au niveau de feu, le fond vert, on était plutôt à des moyennes de 400 $ la tonne. Donc, c'est un moyen très efficace de réduire les gaz à effet de serre avec plusieurs co-bénéfices, autant environnemental, social qu'économique. Oui, on parle des bénéfices locaux également, comme vous pouvez voir. Nous, comme membres ou comme agriculteurs, c'est très important qu'on ait une autonomie au futur. Puis le projet est arrivé à point, c'est un point qui mérite d'être souligné. L'autonomie en agriculture nous permet d'avancer dans le futur et faire face à toutes sortes de situations. Avec la diversification qu'on peut créer avec un projet de ce genre-là est absolument extraordinaire pour les entreprises locales. Autant plus, la formule qu'on a choisie là, ou la taille de la formule aussi, s'intègre très bien dans la zone rurale, qui est important. On a des coûts de transport minimes parce que tout est à proximité. Autant plus, on réussit à travailler de premier niveau avec les cogénérateurs d'intrants. Également, point important pour nous aussi, toujours pour les membres, c'est la simplicité d'un projet. Puis à ce moment-là, c'est primordial de pouvoir se fier sur une équipe de gestion qui est comme mise en place présentement. Fait que donc, je vous invite fortement à suivre le processus du développement du projet sur notre site web. Puis gênez-vous pas de communiquer avec nous si vous avez des questions. Merci. Merci.